C'est un réel plaisir de vous retrouver à notre rendez-vous habituel. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 19 octobre 2025. Depuis quelques jours, une nouvelle formation politique attire l'attention de l'opinion publique. Le Parti travailliste du Bénin, porté par des responsables syndicaux issus du monde du travail. Selon ses initiateurs, cette nouvelle force politique se veut l'expression d'un idéal. Mettre l'humain au cœur de l'action publique dans un contexte où, selon eux, les travailleurs sont de plus en plus marginalisés dans les instances décisionnelles. Alors quel rôle ce parti veut-il jouer aux prochaines élections de 2026? Il nous le dira sur ce plateau. Kodio Henlin est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Également au rendez-vous de ce grand format, le décryptage de l'actualité nationale dominée bien évidemment par la politique et le sport. Les Guépards ont trébuché malheureusement dans leur course pour la qualification au Mondial 2026. De l'autre côté, on connaît désormais les duos candidats qui attendent leur ticket de qualification à la présidentielle de 2026. Vous suivrez les analyses de Nazer Vico. Il est journaliste au quotidien, on va dire directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent et également journaliste sportif. On va le suivre juste après la revue de presse hebdomadaire de Achiong Mokani. Et comme tous les dimanches, nous finirons en musique. Et vous le savez, on va mettre un peu de bonne ambiance chez vous. Notre artiste de la semaine, c'est Gis, l'homme qui crée le pont entre le passé et l'avenir et entre le Bénin et le monde. Il va nous rejoindre sur ce plateau autour de 13h, de 14h10. Ensemble, nous allons découvrir ces différentes œuvres. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches. Installez-vous confortablement. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, actualité d'information et de sensibilisation des communes bénéficiaires du projet dénommé Initiative régionale pour l'eau et l'assainissement dans le bassin transfrontalier du fleuve Mono. L'objectif derrière est de recueillir les suggestions et recommandations des populations pour la mise en œuvre du projet qui vise à renforcer la résilience des populations face au changement climatique. On en parle dans un instant. On parlera également de l'audience plénière spéciale consacrée à la prestation de serment du collège médical chargé d'évaluer l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026. La cérémonie s'est déroulée devant les sages de la Cour constitutionnelle. Images au reportage à suivre. À suivre également le point de la conférence de presse en prélude à l'organisation du Salon des instituts musicales d'Afrique prévu pour les 13 et 14 novembre prochains à Cotonou. C'est un événement international qui va réunir artistes, producteurs et professionnels de plusieurs pays du monde musical pour repenser le showbiz en Afrique francophone. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format, le projet dénommé Initiative régionale pour l'eau et l'assainissement dans le bassin transfrontalier du fleuve Mono entre dans sa phase d'opérationnalisation. Mais avant, il a fait l'objet cette semaine d'une séance de sensibilisation des populations et des parties prenantes. Du côté du Bénin, c'était la faveur d'un atelier qui vise à renforcer la résilience des populations riveraines face aux effets des changements climatiques. Le point avec Nassis Alossé. Après la conception du projet Initiative régionale pour l'eau et l'environnement dans le bassin transfrontalier du fleuve Mono, place à la vulgarisation pour sa mise en œuvre. Et c'est à cet exercice que s'attellent ici les acteurs. Cet atelier a été organisé dans l'intention d'informer d'abord les communautés, de les sensibiliser au sujet de l'avènement du projet, de recueillir leurs suggestions et recommandations quant à la mise en œuvre du projet et d'avoir leur adhésion totale à la mise en œuvre du projet. Une adhésion totale autour d'un projet qui vise à renforcer la résilience des populations riveraines face aux effets du changement climatique. Et le travail est d'abord initié ici à l'intention des responsables des administrations décentralisées et déconcentrées dans le département du Mono. L'expérience a montré que l'appropriation locale est la clé de la durabilité de tout projet de développement. C'est pourquoi l'autorité du bassin du Mono place la concertation
la transparence et l'inclusion au cœur de sa stratégie d'intervention. Le constituant béninois a mis un accent particulier sur la protection de la nature. Et ce faisant, en tant que responsable à divers niveaux, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons la lourde responsabilité de préserver de façon durable notre environnement pour les générations futures. Au cours de ces échanges, l'accent a surtout été mis sur l'harmonisation des interventions pour avoir des actions efficaces sur le terrain. Parallèlement, des consultants étaient déployés sur le terrain pour la composante du projet qui s'occupe de l'analyse diagnostique transfrontalière. Alors, l'analyse diagnostique transfrontalière fera le diagnostic des maux dont souffre le bassin transfrontalier de FUV-Mono pour ressortir les réels problèmes du bassin. Et sur place, les participants à ces assises ont fait une série de recommandations qui concourent à la réussite de la mise en œuvre du projet IRE-Mono. Le bassin transfrontalier du fleuve Mono, lui, relie le Bénin et son voisin le Togo depuis des années autour des actions concertées pour la préservation de la biodiversité. De l'environnement, on va parler gouvernance locale à présent. Le préfet du département du littoral était ce vendredi à l'hôtel de ville de Cotonou, accompagné des cadres de la préfecture. Il a rencontré les élus de la ville de Cotonou dans le cadre des visites annuelles de l'autorité préfectorale au titre de l'année 2025. Cette rencontre a été l'occasion d'écouter les élus responsables des administrations locales et de recueillir leurs suggestions et orientations pour mieux conduire les projets de développement des institutions locales. Le point avec Vigila Rodeyon et Moufid Sabouhan. Cette rencontre avec les élus municipaux et locaux intervient dans le cadre de la visite annuelle du préfet au titre de l'année 2025. Ces visites annuelles statutaires ont une finalité essentielle: évaluer la gouvernance locale et renforcer la qualité des services rendus à la population du littoral. L'exercice est la preuve de la volonté commune des autorités de la préfecture et du gouvernement d'améliorer l'action publique et de rapprocher davantage l'administration des citoyens. Dans une logique d'accompagnement, de veille et de partenariat bienveillant, plusieurs actions inscrites au menu des travaux de cette rencontre statutaire ont été entreprises pour le bon fonctionnement des institutions locales. Le suivi de la situation des chefs quartiers intérimaires pour garantir la continuité administrative et la légitimité locale, l'appui du gouvernement à la mise en œuvre des projets d'assainissement et de voirie, en particulier dans les zones vulnérables aux inondations. Dans la salle de conférence de l'hôtel de ville de Cotonou, les débats se sont avérés houleux sur la situation des chefs quartiers intérimaires. Sans langue de bois, ces derniers ont dénoncé la précarité de leurs conditions de travail, caractérisées par plusieurs arriérés d'indemnité. Des interventions qui ont, selon le préfet, l'intérêt de mettre à nu les difficultés de collaboration avec la tutelle et les difficultés d'intégration de la réforme de la décentralisation par le secrétariat exécutif de la mairie. Moi, je pense que nous devons tous faire preuve d'humilité et de collaboration. La loi met votre gestion sous le contrôle et la surveillance de la cellule. Mais la loi n'a pas retiré la tutelle de la préfecture. Et la tutelle, c'est l'accompagnement. La loi a fait du SE l'exécutif, mais n'a pas dépouillé pour autant le maire de ses attributions, de ses prérogatives. Donc ça appelle la collaboration, la coopération. Moi, je voudrais souhaiter que pour les mois qui viennent, en attendant les élections, que nous changions nos méthodes de travail. Et chaque document que vous envoyez à la cellule, je veux être en copie. Qui nous a intimé l'ordre. La rencontre s'est achevée sur une demande des élus portée par la chef du premier arrondissement de Cotonou qui la souhaite entre le secrétaire exécutif, le préfet et les élus. Objectif, redéfinir les modalités de collaboration entre ces trois acteurs pour optimiser le fonctionnement des administrations locales. Toujours dans l'actualité, l'Assemblée nationale a procédé vendredi à l'ouverture des travaux de l'atelier parlementaire sur le travail économique non rémunéré et l'économie des soins. La rencontre a connu la participation des élus et des responsables du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle. L'objectif de ces assises est non seulement de faire la lumière sur les concepts de travail domestique non rémunéré et d'économie des soins, mais aussi présenter des évidences afin de permettre aux parlementaires de se saisir de
la question. Le premier secrétaire parlementaire a ouvert les travaux au nom du président Louis Vlavonou. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est que ce travail domestique a été fait par des... L'importance du rôle déterminant du travail domestique dans l'équilibre social a été mise en relief par les intervenants successifs au lancement des travaux de cet atelier parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Ces mots peuvent sembler techniques, voire abstraits, et pourtant, ils désignent des activités essentielles qui permettent à nos sociétés de fonctionner chaque jour. C'est donc à bon droit que préparer les repas, faire le ménage, élever les enfants, s'occuper des personnes âgées ou malades, actes souvent accomplis dans l'ombre sans salaire ni reconnaissance, sujet pendant longtemps confiné dans la sphère privée mais qui représente une préoccupation contemporaine majeure, fasse l'objet d'une rencontre de la trempe du présent atelier. La participation de la représentante de Population Référence Bureau, des responsables du consortium régional pour la recherche en économie générationnelle et bien évidemment des députés est le gage du sérieux accordé à la question. Donc l'objectif de ce matin, de cette activité, c'est d'imprégner les députés que nous sommes de ce secrétaire domestique non rémunéré. La rencontre vise donc à éclairer les parlementaires sur ces concepts et les inviter à éventuellement peser dans la balance de reconnaissance par l'État béninois du travail domestique non rémunéré et l'économie des soins. Reconnaître, valoriser et protéger le travail domestique non rémunéré et l'économie des soins, c'est absolument rétablir une forme de justice économique et sociale parce que ce travail est assuré au quotidien par nos mères, nos épouses, nos sœurs et nos filles dans l'ombre. Ces personnes n'apparaissent jamais dans les statistiques économiques, alors que ce travail constitue le véritable pilier de notre économie nationale. Les travaux de cet atelier parlementaire sont répartis en plusieurs sessions. Comprendre les liens entre la population et l'économie, les données nationales et les leviers de politique publique, et enfin la session de débat parlementaire sur construire un consensus autour d'un document d'orientation parlementaire sur le travail domestique non rémunéré et sur l'économie des soins. Environ 900 relais communautaires et 26 agents de santé communautaire qualifiés sont déployés dans les ménages du département du littoral. Vous allez le voir, ils ont pour mission de mener des activités de sensibilisation, de promotion de bonnes pratiques de santé et d'accompagnement. C'est dans le cadre de l'opérationnalisation de la politique nationale de santé communautaire lancée jeudi dernier à la mairie de Cotonou. C'est une étape décisive dans l'histoire du système sanitaire béninois. Explication Ingrid Day. La politique nationale de santé communautaire prend corps dans le département du littoral. Adopté en Conseil des ministres en mai 2020, ce programme traduit la volonté du gouvernement de placer la communauté au cœur du système de santé. Son objectif, fournir des soins de santé intégrés à tous les ménages. Ce projet, pour moi, c'est la preuve que le Bénin avance avec lucidité et ambition. Nous faisons le choix d'une modernisation qui ne sacrifie pas l'humain et d'une innovation au service du bien commun. La donnée devient ainsi un instrument de décision et la technologie devient une alliée du soin. Et bien sûr, le numérique devient un partenaire de la vie. Maillon essentiel du système de santé béninois, la politique nationale de santé communautaire est saluée par les partenaires techniques et financiers. Une avancée majeure, citée en exemple aussi bien dans la sous-région qu'à l'international. En choisissant de placer la santé communautaire au cœur de la politique nationale du Bénin réaffirme sa conviction que chaque citoyen, où qu'il vive, doit avoir accès aux services de santé essentiels, de qualité, adaptés à leurs besoins. Grâce à une synergie d'action inédite entre l'État, les partenaires techniques et financiers et à l'appui du FADEC Santé Communautaire, nous assurons la viabilité de cette politique. Car, comme le disait Nelson Mandela, la santé ne doit jamais être un privilège, mais un droit pour tous. Chers relais communautaires, souvenez-vous, chaque pas que vous ferez dans nos rues et nos ruelles est un
pas vers un Bénin en meilleure santé. Vélos, tablettes, gilets, boîtes en caoutchouc et serviettes de démonstration sont entre autres les matériels qui ont été remis au relais communautaire à l'occasion. Un kit de travail qui va leur permettre de bien remplir leur mission. Écho de l'élection présidentielle à présent, le collège de médecins assermentés qui ont pour mission d'évaluer l'état de santé physique et mentale des candidats ont prêté serment ce vendredi. C'était à la faveur d'une audience plénière spéciale à la Cour constitutionnelle. L'acte répond aux dispositions de l'article 44 de la loi fondamentale du Bénin qui dispose que tout candidat à la présidence ou vice-présidence de la République doit présenter un état de santé compatible avec l'exercice de ses fonctions. L'audience a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle. Reportage. C'est un moment solennel et un point de responsabilité pour ces médecins. Sous la présidence du professeur Kossi Dorothée Sosa, président de la Cour constitutionnelle, le collège médical chargé d'apprécier l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle d'avril 2026 prête serment. C'est une mission républicaine d'une importance majeure, délicate et susceptible d'impacter l'avenir de notre pays. Elle doit donc être exclusive de toute complaisance. Si vous vous trompiez ou si vous l'accomplissiez avec légèreté, vous induiriez la Cour en erreur et vous auriez trompé le peuple béninois tout entier. Un acte prévu par l'article 44 de la Constitution béninoise. Le collège est composé de 3 membres, à savoir le professeur Francis Tcheyon-Si Toyon, psychiatre, le professeur Léopold Huetonji Kodjo, cardiologue, et la professeure Angèle Azon, Kouanou, interniste. Vous aurez chacun selon sa spécialité à procéder à l'examen clinique détaillé de chacun des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et à faire la discussion diagnostique avec chaque postulant constituant le duo de candidats en vue de retenir un diagnostic final. De même, vous devez prescrire des examens paracliniques appropriés et rédiger une observation médicale selon le protocole classique afin d'établir un rapport médical unique pour chaque candidat examiné selon le même protocole classique. Dans ce rapport seront consignées les anomalies et la conduite à tenir, ainsi que les commentaires subséquents. Une conclusion sera tirée en précisant si oui ou non le candidat examiné jouit d'un état complet de bien-être physique et mental et s'il est apte à exercer la fonction à laquelle il postule. Cette prestation de serment traduit une autre étape franchie dans le processus électoral dans la course à la magistrature suprême en 2026. Cette mauvaise nouvelle à présent, encore un accident enregistré dans la nuit du mercredi au jeudi dernier sur la route inter-État numéro 2 à hauteur de Boycon. L'incident causé par un motocycliste implique aussi un bus de transport en commun. On va découvrir le bilan de l'accident dans ce reportage signé Imet Elena Moussou. Une perte en vie humaine, 2 blessés et de nombreux dégâts matériels. C'est le bilan de l'accident survenu dans la nuit de ce mercredi au jeudi, à hauteur de Passagon dans la ville de Boycon sur la route nationale inter-État numéro 2. L'incident, selon les recoupements, aurait été causé par le manque de vigilance d'un conducteur de moto provenant d'Aklampa. 22 heures, probablement, quelqu'un dans le Bogosi dans pour Akwengbe. Bon, Dorikaro. Nous confinons et mon doigt et wa zon doigt mais on biso ka gosi de yon de do balance bleu do ali di bleu bodo le biso a mo ati mais on biso na iton et le a mo da ali tenti bo bio e bio biso glo
biso ze boyi e do keno bobo boyi keke ton do keke bio biso glo fi le passer bon keke non e coup bon cadre isolé. Je ne sais pas si il ne maîtrise pas bien la voie, mais il s'est retrouvé dans le trou. Après avoir quitté dans le trou, il est en train de se balader sur la voie et finalement il s'est retrouvé sur le bus et sur le champ, il est décédé. N'eût été l'intervention des riverains, le pire se serait produit. Alerté, la patrouille du corridor s'est rendue sur les lieux pour sécuriser la zone, appeler les sapeurs-pompiers qui sont venus circonscrire le feu et faciliter le trafic l'instant des constatations. Quoique causé par la perte de contrôle du motocycliste dû au nid de poule, cet accident pose une fois encore la problématique de l'excès de vitesse des bus sur les routes. Sport et santé pour boucler la première partie du grand format. Tout Cotonou marche, c'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Be the Best qui a mobilisé des centaines de participants. 5 km de marche pour dire non au cancer du sein et du col de l'utérus. Une marche à leur retour entre la place de l'Amazone et le jardin de Mathieu. L'objectif, sensibiliser les femmes sur les cancers féminins et soutenir celles déjà atteintes au point de départ comme à l'arrivée. Ingrid Eder. Ces hommes et femmes s'adonnent à quelques exercices d'étirement sur la place de l'Amazone. Après quelques minutes d'activité physique, ces participants, à tout Cotonou marche, prennent la direction du jardin Mathieu. Pancarte à la main, ils ont marché et ont dansé au son des musiques qui accompagnent l'initiative. Comme à chaque édition, le mot d'ordre reste le même: sensibiliser toutes les femmes sur les cancers féminins. Et pour cette 11e édition, on a décidé que tout Cotonou marche en rose parce qu'on est en octobre et il y a Octobre Rose. Et on a voulu donc soutenir toutes les femmes qui souffrent du cancer du sein et aussi sensibiliser celles qui sont encore en bonne santé pour leur dire que le dépistage est vraiment l'une des formes de prévention les plus encouragées et les amener à se dépister et à aussi marcher pour être en bonne santé. Tout Cotonou marche porte la marque de l'organisation non gouvernementale Be the Best. Démarrée à la place de l'Amazone, la marche a connu une pause au niveau du jardin de Mathieu avant d'échouer au point de départ. J'ai aimé l'initiative parce que ça m'a permis de faire le sport. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude aussi de faire le sport, ça les a permis aussi de se dégouder un peu. Je souhaiterais que ça se passe chaque année, disons tous les ans. On a eu à marcher pendant 5 km déjà à l'aller. Donc on s'est arrêté un moment, on a pris une pause, on a fait quelques étirements et après on a fait la marche de retour. Et actuellement on est en train de faire les étirements aussi. Donc c'est très intéressant. Ce que je voudrais dire à nous les femmes, c'est que nous devons prendre soin de nous. C'est très important. Le cancer, c'est une maladie qui n'est pas une personne. On ne va pas dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde, donc c'est à nous de prendre réellement soin de notre santé. N'attendons pas les autres avant de le faire. Mais quand nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je pense qu'il faut qu'on fasse le nécessaire pour pouvoir prendre en charge rapidement notre santé pour éviter le pire. Le dépistage gratuit des cancers du sein et du col de l'utérus et une séance de don de sang sur la place de l'Amazone sont les autres activités qui ont marqué la 11e édition de Tout Cotonou marche. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir de l'actualité nationale en attendant de retrouver Florence Bossa ce soir même à 19h30 pour la grande édition. Le grand forum va se poursuivre avec la page invitée qui va s'ouvrir dans un court instant. On va parler de la naissance du Parti travailliste du Bénin porté par des leaders syndicaux pour mieux défendre la cause des travailleurs. L'un des soutiens de cette formation politique, c'est le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin. Il sera avec nous juste après cette courte pause. Ne bougez pas.
Le paysage politique béninois a connu un nouveau-né il y a quelques jours à Cotonou au thème d'une assemblée générale. C'est le Parti travailliste du Bénin porté par des leaders syndicaux. Mais cette entrée des syndicalistes dans le champ politique ne fait pas l'unanimité. Certains s'interrogent, un syndicaliste peut-il être à la fois défenseur des travailleurs et acteur politique? D'autres y voient une mutation nécessaire pour influencer véritablement les politiques publiques entre idéalisme social, enjeux politiques et débat sur la légitimité du mouvement syndical a fait de la politique. La création du Parti travailliste du Bénin soulève de nombreuses questions. Et pour comprendre donc cette démarche, j'ai sur ce plateau le secrétaire général de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, Monsieur Kodjo Henle, bonjour. Bonjour, Monsieur Boukari. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Vous n'êtes pas membre fondateur donc, du Parti travailliste du Bénin, mais vous n'êtes pas contre donc, la naissance de ce parti, quand bien même vous êtes un leader syndical. Alors, quelle est la philosophie fondamentale qui sous-tend la création de cette formation politique, selon vous? Merci, Monsieur Boukari. Et je salue les téléspectateurs du Canal 3 Bénin qui nous suivent à l'instant même. Il est vrai, il y a quelques jours, le Parti travailliste du Bénin a vu le jour, porté par certains de mes camarades, leaders syndicaux, qui, comme d'ailleurs dans d'autres pays, en l'occurrence dans les pays européens, dans certains grands pays africains, ont décidé de prolonger l'action syndicale en milieu politique. Ceci, pour ma part, n'est pas un crime, n'a rien d'incompatible avec l'action syndicale qu'ils avaient l'habitude de conduire avec nous, parce que simplement, et comme d'ailleurs dans les pays, surtout dans les pays européens, ou comme en Afrique du Sud, au Brésil ou dans d'autres pays, les travailleurs à un moment donné se rendent compte que le mouvement syndical ne permet pas d'atteindre suffisamment les objectifs comme cela se doit, parce que les hommes politiques ne comprennent pas toujours la logique syndicale, ne comprennent pas toujours la nécessité de satisfaire certaines revendications des travailleurs. Et donc, face à ce goût d'inachevé que l'action syndicale laisse par moment, certains donc ont décidé d'aller sur le terrain politique, et de participer à la gouvernance, et de représenter le peuple à l'Assemblée nationale, et d'avoir des maires, travailleurs, et pourquoi pas d'aller au gouvernement en tant que représentant des travailleurs. Alors, les travailleurs estiment que, on va dire, leurs camarades sont exclus donc des instances décisionnelles. Est-ce que c'est justifié? Oui, c'est en fait ça. C'est en se basant sur ça que les initiateurs de ce parti ont porté, voilà. Je n'en fais pas partie et je n'en suis pas membre, mais j'ai quand même compris la dynamique. Parce qu'ils ont dit, depuis un certain nombre d'années dans notre pays, vous engagez l'action syndicale, vous avez raison, vous n'avez pas raison, et on décide en tant que dirigeant politique d'utiliser la force publique pour stopper l'action syndicale que vous avez engagée. Et il est arrivé dans ce pays où on a fait grève, il y a eu des actions menées sur pratiquement 5 ans avant que le gouvernement nous dise « En fait, vous avez raison, mais c'est parce que le contexte ne permettait pas qu'on réponde. » Donc, les camarades se sont finis par se dire si certains parmi nous étaient en tant que représentants des travailleurs dans ce milieu politique, les choses ne seraient pas en train de se passer exactement comme ça se passe actuellement avec nous. Et donc, il nous faut désormais avoir des répondants parmi eux pour y aller. Il y a des leaders syndicaux qui sont devenus aujourd'hui députés et même au-delà. Mais fondamentalement, ils tiennent le même discours politique. Ils ne se soucient pas, on va dire, du sort des travailleurs. Oui, de ce que j'ai compris du discours de mes camarades qui viennent de créer le Parti travailliste, c'est qu'un leader syndical qui devient, par exemple, BR, UP, démocrate, ou Mouel et autres, il ne se retrouve pas là en tant que représentant des travailleurs. Il se retrouve là en tant qu'ancien leader syndical.
Or, leur discours est que ici, c'est le parti travailliste du Bénin. Et donc, c'est le parti qui porte la voix des travailleurs en milieu politique. Et donc, être à l'Assemblée nationale en tant que leader de ce parti politique, c'est continuer par répondre, par porter la voix des travailleurs dans ce milieu. Et donc, c'est un peu la nuance qu'il faut faire. Alors, d'aucuns y voilà. voient un risque de mélange de genres ou bien de la confusion entre les luttes syndicales et les ambitions politiques. Est-ce que vous ne voyez pas les choses sous cet angle? Oui, je pense que ceux qui voient les choses sous cet angle ont raison. Et j'avoue que je vois la chose effectivement aussi sous le même angle. Parce que la COSI Bénin que je dirige, jusque-là, demeure une organisation apolitique. Bien entendu que nous nous réservons le droit de nous prononcer sur les questions politiques qui engagent la vie des travailleurs. Et donc, à la tête de la COSI Bénin, notre analyse était qu'il vaut mieux pour nous de continuer par faire le syndicalisme, rien que le syndicalisme pur, et sans interférence politique. Et donc, ça rejoint, en fait, Comment c'est possible de préserver, on va dire, l'indépendance d'une centrale ou confédération syndicale lorsque on a un leader syndical dans le Parti Travail du Bénin, en politique, par exemple? Non, je pense que les camarades ont quand même pris la mesure de tout ça là. Ils ont évalué tout ça là et ils savent où ils vont. Et moi, tout ce que je leur souhaite est que les fruits puissent tenir la promesse des fleurs. D'accord. Voilà. Alors, autre sujet avec vous, comme je l'avais annoncé, on va parler de la réforme du code des pensions civiles et militaires au Bénin. Qu'est-ce qui a motivé l'indignation des travailleurs? Vous avez porté leur voix il y a quelques jours. Merci, M. Boukari. Il est arrivé dans notre pays une réforme, la réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, et à travers la loi 2015-19, qui a été rendue exécutoire, adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril 2015, et rendue exécutoire par la Cour constitutionnelle, je crois, entre octobre-novembre 2016. Et cette loi définit désormais un certain nombre de paramètres qui pénalisent le travailleur. Qui pénalisent le travailleur parce que jusqu'à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la cotisation sociale était de 20%, à raison de 6% pour le travailleur et 14% pour l'employeur. Quel État? Dans le contexte donc des agents de l'État. Mais cette loi a porté la cotisation à 20%, et donc le travailleur paie jusqu'à 8%, et l'employeur paie à 17%. Ce qui donc demande au travailleur de payer plus sur son salaire. Ensuite, pour ce dont le travail bénéficie, il y a eu réduction. Il y a eu réduction parce que, même si ce n'est pas le cas général, lorsque un agent de l'État est admis à faire valoir ses droits à la retraite et il met un enfant au monde, pendant que le lendemain de la date d'admission à la retraite, c'est qu'il n'y a pas d'allocation familiale pour cet enfant. Ce qui n'était pas le cas. Et lorsque le travailleur est admis à faire valoir ses droits à la retraite, sa pension de retraite, au lieu que ce soit avec le dernier salaire, donc le dernier traitement indiciaire, que la pension de retraite soit calculée, ce qui donne globalement pour quelqu'un qui a fait 30 ans de service, où on se dit c'est 60% du dernier salaire qu'il gagne comme pension à la retraite. C'était ce qui est prévu. C'est ce qui était dans l'ancienne loi. Mais la relecture nous amène à ne plus être sûr que le travailleur aura 60% de son dernier salaire parce qu'il a fait 30 ans. Et le dernier salaire, il ne l'a acquis peut-être que dans la dernière année. On prendra ces salaires sur les 5 dernières années, on les somme, on les divise par 60 pour déterminer donc la moyenne des 60 derniers salaires
Et c'est avec cette moyenne que la pension est calculée. Et cette moyenne est nécessairement plus faible que le dernier salaire. Donc, ce qui occasionne une baisse de la pension et qu'il bénéficie. Est-ce que ça, ce n'est pas pour des raisons budgétaires, quand on connaît un peu la situation globalement dans la sous-région? Oui, c'est évidemment pour des raisons budgétaires, mais je pense que même la détermination, l'évaluation du problème me pose moi problème, me dérange, parce qu'il est dit plus ou moins que le déficit budgétaire au niveau du Fonds national de retraite du Bénin est dû au gel de recrutement et à un certain nombre de paramètres. Mais le paramètre fondamental n'est jamais abordé. Le paramètre fondamental n'est jamais abordé parce que ce n'est pas le jour où le fonds est créé qu'il a été sollicité pour payer des pensions. Pendant que des travailleurs cotisaient au fonds sur plusieurs années, avant d'atteindre le nombre minimum d'années de service pour être admis à la retraite, ces cotisations, on en a fait quoi? Moi, je dis c'est plutôt là le véritable problème. Les gouvernants qui ont eu à gérer ces fonds-là, ils en avaient fait quoi? S'ils avaient dépensé pour faire autre chose, je suppose même qu'ils l'ont dépensé pour construire des routes dans le pays, pour construire des hôpitaux et autres. Mais ce n'est pas de l'argent destiné à ça. Si ces sous-dépensés avaient été considérés comme des emprunts sur lesquels des intérêts doivent être payés par le trésor public, on ne serait pas en train de parler de déficit. Puisque le trésor public a forcément utilisé ces sous à d'autres fins, sans en avoir payé les intérêts, il n'a pas à se plaindre à terme que la charge des pensions pèse. Puisqu'on voit les organismes de sécurité sociale à travers les pays, ce n'est que ceux dirigés ou ceux gérés par les organismes gouvernementaux qui ont souvent ces problèmes. Lorsque vous prenez la plupart des caisses de sécurité sociale dans les pays qui nous entourent, elles ne sont pas en déficit criard comme les fonds, comme les fonds de retraite des pays. Ce qui veut dire que l'argent des travailleurs qui devaient servir à payer leurs pensions à un taux suffisant qui pourra leur garantir une vie digne avait été emprunté par les pays sans intérêt. Et pour finir, personne n'est même en mesure de dire à combien on peut évaluer ces sous qui devraient être disponibles pour servir la cause des trucs. Non, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Ce n'est pas que le gel de recrutement qui a occasionné la situation, mais il y a aussi la mauvaise gouvernance des sous. Je ne veux pas dire que les gens l'ont empoché, mais lorsqu'on prend l'argent cotisé par les travailleurs pour payer leurs pensions de retraite, payer leurs allocations, pour faire autre chose au profit de tout le pays, il faut accepter que tout le pays supporte aussi la contrepartie, qui consiste donc à payer les pensions, à payer les autres avantages qui entourent. Figurez-vous qu'un retraité, lorsque l'État fait une réévaluation générale des revenus, si c'est 10% qui est donné à tout le monde, c'est que le retraité se trouve à 8%. À travers cette loi, on a dit non. Ce n'est pas parce qu'on a accordé 10% à tout le monde que lui aussi va avoir 10%, alors que la cherté de la vie, le taux d'inflation galopant, qui affecte les revenus et qui appelle les augmentations, le retraité aussi le subit. Mais pourquoi dire que lui, si tout le monde a 10% parce qu'on est actif, il faut réduire pour lui? Je trouve que c'est une réforme qui mérite d'être repensée, pour permettre donc aux travailleurs admis à faire valoir leur droit à la retraite et d'avoir vraiment une vie digne. D'accord. Vous évoquez souvent la précarité des retraités. Comment se manifeste donc justement cette situation aujourd'hui? Oui, cette situation aujourd'hui, elle est très compliquée. Et je vous assure, à en croire ce que certains camarades nous rapportent, c'est qu'il y a même des retraités qui
n'ont pas pu résister à ça, là, qui ont succombé, parce que les gens sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont eu peut-être juste 15 ans de service. Il est vrai que leur pension, sur cette base-là, est forcément faible, parce que le nombre d'années de service entre dans le calcul, dans la détermination de la pension, mais les gens se retrouvent avec des pensions de l'ordre des 30 000, des pensions qui ne permettent vraiment pas d'avoir une vie digne. Et mieux, la pension, elle est petite. Je conviens que le nombre d'années de service et le niveau atteint par l'agent dans la fonction avant d'être admis à la retraite compte. Mais cette petite pension, qui n'est pas beaucoup, peut-être qui est de l'ordre de 40 000, est payée par 2 structures. Et ceci aussi grâce au décret portant règles de coordination et des régimes de retraite de la CNSS et du FNRB. Et ce décret permet donc que, même si vous n'avez pas accompli les 15 années de service au Fonds national de retraite ou à la CNSS, on peut prendre les deux pour faire le calcul et chaque régime paye sa part. Et donc, vous avez une petite retraite au Fonds national de retraite du Bénin qui peut-être vous donne une vingtaine de mille ou une trentaine de mille pour les gens qui ont vraiment des soucis ou beaucoup moins. Et vous avez aussi une seconde petite retraite à la CNSS qui vous donne aussi un petit quelque chose. Et le réel problème est que les gens ne sont pas suffisamment informés sur la situation. Donc, lorsqu'ils sont admis à faire leur droit à la retraite, ils vont toucher leur pension de retraite. Ils trouvent peut-être 18 000. Et il dit, bon, sa pension est au total 18 000. Et sans savoir qu'il a encore un petit quelque chose complémentaire au niveau du second régime. Oui. Et un régime peut commencer par payer 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans que la procédure au niveau de l'autre régime ne soit bouclée pour qu'il entre. Donc, ça fait un mélange difficile à expliquer, si bien que nous, on suggère carrément que vous avez demandé qu'on fasse la relecture donc, de ce code. Quelles sont vos principales propositions de modification? Oui, nos principales propositions sont, entre autres, l'assiette de calcul. La formule de calcul, nous estimons qu'il faut revoir ça. Il faut revoir ça au lieu de prendre la moyenne des 60 derniers salaires pour calculer. Nous pensons qu'on peut le faire avec le dernier salaire. Et c'est même plus simple et le travail comprend. Le travail, dès qu'il commence par gagner son dernier salaire, il sait que je vais à la retraite et sans connaître un avancement, un nouvel avancement. C'est qu'il connaît déjà sa pension avant même que le carnet de pension ne sorte. Mais avec la moyenne de 60 derniers salaires, c'est que c'est tout un mélange et tout le monde se recherche. Nous pensons que déjà que le taux de cotisation a été relevé, il faut permettre que le travailleur puisse avoir la pension calculée sur la base de son dernier salaire. Et que le relèvement, lorsque l'État octroie des augmentations, on dit peut-être, puisqu'il y a eu 3% d'augmentation il y a quelques années, je crois 2 ans, que le retraité puisse aussi bénéficier des 3%. Parce que on dit il faut travailler dur au soleil pour en jouir à l'ombre. Mais aujourd'hui, le retraité a l'impression qu'il est malmené et que personne ne se préoccupe de son sort et que bon, il a fini de travailler, on le met à la retraite, c'est une façon de dire, bon écoute, on n'a plus besoin de toi, va mourir. D'accord, donc ça c'est votre lecture, SG. Alors on va finir avec votre message à l'endroit donc des travailleurs, on va dire encore actifs et ceux déjà admis à faire valoir leur droit à la retraite. Oui, je pense que si je dois avoir un message à l'endroit des travailleurs, actifs comme à la retraite, c'est de les appeler à s'armer de courage pour affronter la réalité qui est la nôtre. Parce que, quoi qu'on dise, la pension, le salaire ne suffisait pas. On crie. Et
les gens sont très peu disposés à nous écouter pour donc faire quelque chose afin d'augmenter les salaires. Et on se retrouve à la retraite avec une certaine proportion du salaire qui, dans le meilleur des cas, fera 80% du salaire brut, dépouillé de tout ce qui est prime et indemnité. Donc ce n'est pas grand-chose. Et donc je nous appelle à nous armer de courage et à affronter cette réalité et à travailler dans tous les lobbies possibles pour changer un tout petit peu la donne afin que le minimum de réglage, de réajustement puisse être fait au niveau donc de ces lois qui véritablement pénalisent le travailleur pour améliorer nos conditions de vie et de travail. D'accord, merci à vous, M. Kodio René, secrétaire général de la COSI Bénin, Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, si vous venez de vous asseoir devant votre poste téléviseur, sachez que vous êtes à votre rendez-vous de tous les dimanches, le grand format sur Canal 3 Bénin. Nous entamons à présent une autre phase de cette émission. C'est le moment de passer en revue les sujets qui ont fait la une de l'actualité au cours de cette semaine. C'est un exercice que nous ferons avec Nazer Vikou, journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Mais avant, voici la revue de presse hebdomadaire signée Asionmo Kanye Asionmo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. L'actualité majeure de la semaine a été le dépôt de dossiers des duos de candidats des partis politiques. Premier à le faire, le duo Wada Intalata. Fraternité pointait que le lundi 13 octobre, devant le siège de la Commission électorale nationale autonome, une foule immense s'est regroupée le long des artères menant à l'institution pour accompagner le duo Romuald Wada et Mariam Talata, venu déposer officiellement son dossier de candidature à la présidentielle de 2026. La nation n'aurait qu'une fois la complétude constatée, c'est-à-dire la présence de toutes les pièces requises, conformément aux dispositions du Code électoral, le récépissé provisoire est soumis à la signature du président de la Sénat. Au terme donc de la procédure, Saka Lafia a procédé à la remise officielle du récépissé provisoire au ministre d'État Romuald Wadaï. Bénin Intelligent indiquant que le premier à se présenter a été le duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadaï Mariam Tchabitalata, dont le dossier a été déposé le lundi 13 octobre, renseignait que le lendemain, 4 autres candidatures ont été enregistrées. Par contre, chez les démocrates, le challenge notait déjà que la mayonnaise peine à prendre. Considéré comme la principale force d'opposition, le parti de l'ancien président Thomas Boniaï se trouve ainsi à un tournant décisif. À moins d'un accord de dernière minute, les démocrates courent le risque de rater le train de la présidentielle, laissant planer une incertitude lourde sur leur participation au scrutin. Le matinal qui titrait que le parrainage de Sodjinou est recherché à prix d'or. La participation des LD à la prochaine élection présidentielle ne tient qu'à un fil, la mise à disposition du nouveau formulaire de parrainage délivré à Michel Sodjinou. Pour n'avoir pas été précautionneux et prévoyant, le parti se retrouve au creux de la vague, à la recherche du précieux parrainage du fameux Sodjinou qui vaut aujourd'hui son pesant d'or. Sans celui-ci, le parti est en proie à une sérieuse menace d'éviction de la course à la présidentielle, dont il avait pourtant fait une question de vie ou de mort. Michel Sodjinou introuvable, placard de matin libre pour lequel le député Michel Sodjinou, à qui la justice a donné droit de reprendre son parrainage, ne l'a toujours pas remis à nouveau au président du parti. Pire, il serait introuvable. Et le premier vice-président du parti, Éric Houndété, rapportait Fraternité, s'adresse à son collègue Sodjinou. Le journal titrait alors « La tentative d'Éric Houndété pour convaincre Michel Sodjinou ». Dans une lettre adressée à son frère et ami,
Michel Sodinou, le député et premier vice-président du parti Les Démocrates, Éric Louis Ngoundete, appelle à la responsabilité patriotique en plein tumulte autour de la remise des parrainages à la Sénat. Il supplie son collègue de revenir à la raison pour préserver la cohésion du parti et l'image du Bénin. Bénin Intelligent voyait le parti Les Démocrates qui hausse le ton en conférence de presse le jeudi 16 octobre. La formation de Boniaï accuse le pouvoir de manipuler le député Michel Sodinou pour remettre en cause ses parrainages et son droit à présenter un candidat en 2026. La Boussole publiait une analyse de Gilbert Badé, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, pour lequel le juge a clairement rappelé que le formulaire de parrainage est personnel et qui ne peut être retenu ou confisqué par un parti politique contre la volonté de son détenteur. En d'autres termes, le député ou le maire conserve la pleine maîtrise de son parrainage. Il peut choisir de le donner, de le refuser ou même de le retirer tant que la liste officielle des candidatures n'a pas été publiée par la Sénat. La Nouvelle Tribune d'amener son lecteur à comprendre qu'alors que l'heure tourne et que la date butoir du vendredi 17 octobre 2025 approche, tous les regards sont braqués sur la Cour constitutionnelle, seule compétente pour trancher un dossier qui interroge à la fois la solidité du dispositif électoral, de sa propre jurisprudence. Toutefois, il revient aux 7 sages de se prononcer sur le dossier selon les éléments d'analyse soumis à leur appréciation. Mais en attendant, le destin de l'opposition béninoise est suspendu à cette interprétation technique de la loi. Au vu de tout ce qui précède, le potentiel estimait que Ngoundete et Sodinou étalent un malaise profond quand, parlant d'une nouvelle épreuve pour les démocrates, le Progrès écrivait qu'à cause d'un seul parrainage, le parti Les Démocrates risque de ne pas participer à l'élection présidentielle. Chaque camp a présenté au peuple sa version de l'histoire. Mais cela ne répond pas pour autant à la question cruciale, à savoir: les démocrates participeront-ils à la présidentielle de 2026 ? La nation estimait que, dans ces conditions pour le moins délétères, tout laisse à croire que les partisans du plus grand parti de l'opposition au Bénin se tirent des balles dans le pied et surtout gagent leur capacité à s'engager dans la joute électorale, à faire front face à l'enjeu crucial que reste la présidentielle dans la vie d'une formation politique, ceci du fait de leur propre turpitude, à en juger par les faits qui défraient la chronique. Note d'économie avec Décryptage Info qui signalait que dans sa dernière évaluation, Bloomfield accorde au Bénin et à la Côte d'Ivoire la note A+, avec perspective stable, correspondant à un risque faible. Ces deux pays se maintiennent ainsi au sommet du classement, confirmant leur bonne santé économique et leur fiabilité en matière d'obligations financières internes. Derrière ce duo de tête, le Sénégal et la Guinée obtiennent la note 3B+, assortie d'une perspective stable, traduisant un risque modéré. Le Mali et le Burkina Faso conservent quant à eux la note 3B, tandis que le Togo est évalué à 3B-, toujours avec une perspective stable. La nation se référait au Conseil des ministres qui a entériné le mercredi 15 octobre la création d'un organe de grande portée. Il s'agit de la Commission nationale de réforme du droit. Cette décision s'inscrit dans une dynamique volontariste de renforcement de l'état de droit et de cohérence dans les politiques législatives, conformément aux ambitions exprimées dans le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Dans la suite, et parlant de football, Fraternité rapportait qu'ils y ont cru jusqu'au bout. Mais à Ouyo, les Guépards du Bénin ont vu s'envoler leur rêve mondial. Balayés 4-0 par le Nigeria lors de la dernière journée des éliminatoires, les hommes de guerre Notre-Or ont perdu non seulement un match, mais aussi une qualification historique qui leur tendait les bras. Une chute brutale après un parcours qui restera pourtant comme l'un des plus remarquables de l'histoire du football béninois.
La Nation rapportait que malgré l'élimination des Guépards du Bénin pour la Coupe du Monde 2026 après une défaite face au Nigeria, le gouvernement reste confiant en l'avenir du football national. À travers une déclaration mesurée, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, salue les efforts des joueurs et réaffirme le soutien de l'État tout en appelant à la persévérance. Pour lui, le rêve mondialiste n'est pas perdu, mais simplement différé. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Asiongbo Kanye, Asiongbo. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres informations. En attendant, en plateau, pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, il est déjà installé. Nazer Vico, bonjour. Bonjour Idriss Boukari et salut à tous les téléspectateurs de Canal 3 qui sont branchés en ce moment. Journaliste sportif et directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Merci d'être avec nous ce dimanche. On va commencer avec l'actualité politique, avec les élections donc présidentielles qui se préparent pour 2026. D'abord, cette confusion au sujet de la 28e fiche de parrainage donc chez les démocrates. Comment suivez-vous cette actualité? Vraiment, Idriss, c'est vrai. Nous sommes dans une situation où chacun, c'est quand ça l'arrange, chacun essaie de tirer le drap de son côté. Je crois que si vous analysez bien, que nous analysons bien la situation, il ne doit même plus avoir de polémique par rapport à ça. Parce que selon les lois que ces députés de la 9e législation ont votées, c'est vrai, si je ne me trompe et que je ne suis pas juge, je ne suis pas technicien en la matière, mais de mon point de vue, analyse journaliste, quand je suis l'actualité, et me référant aux lois qu'on a votées à l'Assemblée nationale, le parrainage, c'est vrai, c'est nominatif, mais le parrainage, c'est pour le parti. Du moment où vous remettez le parrainage au parti et au président du parti, il ne revient pas à un individu de dire je veux retirer mon parrainage, où la Sénat se précipite pour dire qu'il faut annuler, ou bien un huissier qui vient pour insister, demander au président du parti de remettre le parrainage, et en même temps, dans la précipitation, la Sénat annule, le juge des référés dit qu'il faut... Je crois que nous sommes dans un méli-mélo. Et il va falloir... D'ailleurs, quand il s'agit des élections présidentielles, c'est le juge du contentieux, c'est la Cour constitutionnelle. Et j'ai lu tout à l'heure sur les réseaux sociaux, vraiment, je suis très content. Vraiment que demain, la Cour qui va donner sa position, tout le monde attend ça. Il ne revient pas à la Cour d'appel, à un juge des référés, ou bien à la Sénat de dire non. Parce que la loi est là. Du moment où on a dit, si vous faites un accord de gouvernance, accord avec un autre parti, je prends le cas FCBU d'ailleurs, FCB qui fait un accord de gouvernance avec UP, R et le BR, c'est vrai, c'est un accord, mais il ne reviendra pas à un député UP de se lever pour dire non, je vais parrainer un candidat, le duo de FCB. Il va falloir que le parti, le BR ou bien l'UPR se réunisse et décide. C'est comme ça se passe. Du moment où il n'avait rien de ça, le lundi, quand le parti RD allait faire sa déclaration, le député en question était là. Moi, j'étais au siège du parti. Ça a traîné. Quelques minutes plus tard, il a report. Et c'est comme ça les informations ont commencé à... Est-ce que tout cela, ça ne révèle pas les dysfonctionnements au sein même du parti Oui, c'est dans votre famille, au sein des FCBE, au sein de l'UPR, au sein des BR, il a toujours des dissensions, mais on essaie de canaliser. Mais ce qui se passe actuellement au sein de l'UPR, c'est inhérent à toute formation politique, et vous savez comment ça se passe chez nous. Actuellement, nous sommes dans une période sensible, et chacun en train d'utiliser sa force. Nous, on n'aurait pas souhaité qu'on arrive dans cette situation parce que
Nous sommes à la veille des élections présidentielles, nous sommes à la veille des élections communales, municipales. Nous voulons vivre une compétition, nous voulons que le peuple retrouve ces périodes d'antan où la faveur populaire, quand il a les élections, c'est en quelque sorte une fête. On n'aimerait pas se retrouver dans un scénario où il a élection parce que tout est soit gagné d'avance, ou c'est une élection à sens unique. Non. L'opposition, qu'on essaie d'arranger pour que l'opposition se retrouve. Enfin, pour qu'on assiste à une bonne période électorale, comme les années antérieures. Je crois que le chef de l'État, je ne sais même pas si ceux qui sont autour de lui, ou bien ceux qui sont là à agir, ils ne lui rendent pas ça. Lui-même, est-ce qu'il a demandé tout ce qui se passe? Est-ce que c'est le chef de l'État, Patrice Talon, que tout le monde aime, que tout le monde apprécie? Est-ce que c'est lui-même qui demande ça? Non. Lui, il a dit je m'en vais. Mais la situation n'a rien à voir avec le pouvoir en place, même si les démocrates ont tenté de le dire. Le porte-parole du gouvernement a réagi et a apporté des clarifications. Le pouvoir n'a rien à voir avec ce qui se passe. Oui, j'ai suivi la déclaration du porte-parole de William Widi. Au même moment, le pouvoir en place dit, le parti Les démocrates dit que ces gens, le collègue député, Sodjim, est un peu instrumentalisé, il est manipulé parce que selon leur dit que l'intéressé a eu à avoir des contacts suspects. Et on a noté dans ces dernières démarches des comportements suspects. C'est eux qui l'ont dit. Il y a le leadership du président Boni Yaye qui a été également mis en cause par le député Sodjino également. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure, même dans votre propre famille, est-ce que vous arrivez à vous entendre à des moments donnés avec votre femme, avec vos enfants? Et je vous ai dit tout à l'heure, au sein de l'UPR, moi je connais des députés au sein de l'UPR, du BR, des députés qui se plaignent, mais ils ne peuvent pas se prononcer au risque, ils ne peuvent pas manifester. Ça se passe dans toute organisation. Et je crois que, j'ai suivi un peu sa lettre pour dénoncer certaines choses, mais le moment ne s'y prête pas. Ce n'est pas la veille. Donc, il suggère carrément au parti de se concentrer sur les législatives. L'enjeu actuel pour les LD, l'enjeu pour LD actuellement, ce n'est pas les législatives, c'est les présidentielles. Ils tiennent à aller parce que il n'y était pas. En 2021, il n'y était pas. Donc, ils souhaitent qu'actuellement, qu'il soit au rendez-vous, même s'il devait prendre part aux élections municipales comme législatives, la présidentielle leur tient à cœur. Oui, la participation à une élection, ça répond à un certain nombre de critères. On ne peut pas. Fixés par le code électoral et tout, non? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire une élection présidentielle sans même parti de l'opposition? Même si c'est une opposition. Bon, est-ce que... je crois que... on attend la décision de la Cour qui demain va se prononcer. Ils ont eu une audience spéciale. Et je crois que les uns et les uns seront situés. Et je crois qu'il va de la vitalité de notre démocratie parce que j'ai suivi un peu la déclaration du candidat, l'avocat Renaud hier, qui a dit un certain nombre de choses. Je crois que si ça se passe comme ça, ce n'est pas bien pour notre pays parce que je l'ai même suivi. Il disait qu'il est menacé de kidnapping, il a dit certaines choses. Et il est revenu sur la situation de leur collègue, du député Sodjim. Je crois que ce n'est pas bien, mais nous allons tourner les regards vers la Cour constitutionnelle, qui est le juge du contentieux actuel. Et je crois qu'il va trancher. D'accord. De son côté, il y a le duo candidat FCBE qui a signé donc, des accords parlementaires, accords de gouvernance avec la majorité présidentielle. Et puis, les FCBE sont dans l'assurance pour participer à cette élection. Ah ouais, voilà, on a quitté LD, on est tombé dans FCBE qui veut aller aux élections présidentielles, communales et législatives. C'est normal. Quand vous êtes dans un pays, que vous êtes parti politique, l'objectif, c'est participer à une élection. C'est comme si vous êtes en sport et que vous avez un club de football, c'est participer au championnat de la discipline et viser loin, aller à une compétition internationale. C'est ce qui se passe. Moi, je leur souhaite une bonne chance. S'ils arrivent, et de tout temps, ils ont claironné partout qui sont de l'opposition, c'est normal. Je leur souhaite une bonne chance et que face au candidat de la mouvance,
ils arrivent à tirer leur épingle de jeu, c'est bon. Moi, je leur souhaite une bonne chance. Et je crois que ce qui va plus nous intéresser dans ce duo, c'est notre confrère Judicaël Roch Wanouké. On le soutient. Oui, nous allons le soutenir. Oui. S'ils arrivaient à passer le cap, à tirer leur épingle du jeu, on va avoir un confrère journaliste qui se retrouve au poste de vice-président de la République. C'est un honneur pour la presse. Je crois que c'est une chance qui doit saisir et que c'est ça lui marche. Il n'a pas de problème. Et pour les prochaines législatives, on doit s'attendre à voir la FCB au Parlement, non? Oui, c'est le souhait de tout un parti politique, de même que les LD, et de même que de la mouvement UPR, BR. Et ça aussi, c'est un autre enjeu qui préoccupe beaucoup de Béninois. Et au sein de la mouvance, ça se bouscule déjà au niveau des positionnements. Et je crois qu'au lendemain, dès que la liste sera définitive, parce que j'ai lu leur communiqué. Justement, au niveau, après la désignation du duo, tout semble être calme. Apparemment, tout le monde adhère donc à cette désignation. Tout le monde est content au niveau de la majorité présidentielle. Vous voulez que quelqu'un se lève maintenant pour dire que ce duo, moi je l'appelle. Mais Sodino a exprimé donc son mécontentement au sein du Parti des démocrates. Tout le monde peut le faire. Au sein de la mouvance actuellement. Oui. Bon, on l'aurait souhaité vu, mais malheureusement, depuis qu'on lise la toile un peu partout, tout le monde applaudit. Mais ce sont ces applaudissements, ces mouvements-là, ça ne va pas aller dans le cœur de ces militants-là. Je me rappelle, j'ai écrit, notre journal a fait cas de cela il y a quelques semaines, parce que en leur sein même, ça ne va pas. Mais il ne peut pas se prononcer. C'est la discipline du groupe. Voilà, mais peut-être au risque des représailles. Mais normalement, c'est ce que devait être. Si vous êtes dans un groupe et que ça ne va pas, il faut avoir le courage de lever le doigt, de parler. Et pourquoi ça vous permettra de corriger. Si vous êtes dans une famille où vous ne dites rien, vous suivez comme des moutons de panuche, je crois que ça on peut parler. Vous essayez de lever la voix de temps en temps pour que les gens disent mon frère ou bien mon enfant, ça ne va pas, oui, c'est vrai, on va corriger. Je crois que ça doit être comme ça. D'accord. Bon, on va parler sport avec vous, Nazer Vikou, journaliste sportif. Les Guépards étaient à quelques minutes de la qualification historique, donc au Mondial 2026, mais face à Victor Osimhen et ses coéquipiers, le rêve a été brisé, déçu ou toujours motivé? Oui, bon, je suis béninois, je suis patriote, je ne suis pas complètement déçu parce que c'est le football. On a rêvé et le souhait de tout un peuple aurait été qu'on soit qualifié, qu'on soit pour la première fois, qu'on imite un peu le Togo qui était en 2006, c'était à la Coupe du Monde pour la première fois, on aurait souhaité, mais malheureusement. Et c'était la promesse, on va dire, de l'entraîneur. Oui, quand il a été recruté en ce moment-là, il avait son focus, il était focus sur le mondial, mais malheureusement, on est tombé sur un adversaire un peu coriace. Mais il faut dire qu'on n'avait pas... Non, le Nigeria reste un Nigeria. Le Nigeria reste un Nigeria. Et le Nigeria, c'est une grande nation de football. Peut-être que l'horoscope aurait été autrement. Si on avait bien préparé cette manche retour, on pouvait avoir le gain. Parce que on était dans l'euphorie de la victoire. Non, on était dans l'euphorie de la victoire contre le Rwanda. Et on n'a pas préparé ce match-là. Parce que de Kigali, on est monté directement sur Uyo. Un autre travail aurait pu se faire. Parce que dans un match de football, en dehors du terrain, il a côté coup, côté jardin. Il a certaines choses qu'il ne faut pas ignorer. Moi, j'étais à la place. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le ministère qui semble tout gérer. J'aurais souhaité qu'après Kigali, on revienne au pays. Organiser une cérémonie où le ministre serait là, ou bien le chef de l'État, un représentant du chef de l'État, galvaniser, préparer ces jours-là. Vous allez à une mission. Baptiser même cette mission-là comme une opération pour dire vous allez là, vous allez en guerre. C'est comme vous envoyez les soldats en guerre. Et la motivation, vous avez vu, à la veille de cette rencontre, des opérateurs économiques du Nigeria, du pays, ont fait des promesses aux joueurs. Quand vous entendez ça, ça vous motive. On aurait pu le faire ici. Idrissou, vous vous levez, vous dites que si vous me gagnez cette rencontre contre le Niger, vous le faites douter. Je vous promets 30 millions. Un autre peut se lever et dire je vous donne 100 millions. C'est comme ça.
En dehors de ça. On aurait dû le faire. On aurait dû le faire. Le chef de l'État bien envoie un ministre en dehors du ministre des Sports qui vient au regarder, il a un préparateur psychologique, il a tout cela qu'on met dedans. Et puis, on a parlé de vol spécial. On a frété un avion, Cotonou, direct, Cotonou en même temps. Je crois avec cette faveur, avec cette préparation autrement, un seul but nous suffisait pour faire échouer le Niger. Malheureusement, c'est pas celui-là. Le prochain défi, c'est la CAN. Oui, la CAN qui est là, on sait qu'on va à la CAN, mais actuellement, il faut vous dire, si vous regardez notre équipe nationale, il y a beaucoup de choses. Il y a certains joueurs qui ont déjà atteint l'apogée. Il va falloir, parce que en 2019, on était quart finaliste. Donc nous avons ce statut-là à défendre actuellement. On a participé à plusieurs CAN. Nous irons encore au Maroc pour faire de la figuration. Il faut que dès maintenant, qu'on commence à faire le travail. Commencer à insérer d'autres jeunes pour leur donner l'opportunité, la chance d'avoir la concurrence. Là, certains joueurs, si vous arrivez à voir à suivre les matchs des Guépards, je ne vous dis pas le contraire. Quand vous voyez une autre équipe, nous avons une équipe, une sélection nationale aujourd'hui, qui peut bien jouer aujourd'hui et demain, elle va vous décevoir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de joueurs. Les joueurs qui n'ont pas de temps. Est-ce que le championnat n'est pas comme donc il devait l'être? Le gros problème revient à l'entraîneur, qui doit signaler les stades, voir les équipes, voir des jeunes joueurs. On doit partir d'une équipe locale pour faire le travail. Ceux qui sont là sont déjà fatigués ou... Non, je parle des anciens. Il y a quand même des je ne veux pas revenir sur ça. Il y a déjà des joueurs, si vous les voyez, un ancien joueur qui a été allié, il a allié combien de passes dans le jeu. Il a tout ça là qui a d'impact négatif sur l'équipe. Des joueurs qui n'ont plus de temps de jeu dans leur club, qui sont souvent appelés, mais appelés en sélection nationale, n'arrivent pas à donner ce qu'on... Alors qu'il y a d'autres jeunes avec le temps, peuvent prendre facilement la relève. C'est là le problème. Vous voyez aujourd'hui le Sénégal. Ce Sénégal, on l'a affronté en quart de finale en 2019. Aujourd'hui, ce Sénégal continue à grimper. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'on est en train de parler au hasard. Si vous prenez ce Sénégal aujourd'hui, le Sénégal peut vous allier au moins 3 différentes sélections. Parce qu'au même moment que les Sadio Mané sont là, les Kalilou sont là, là d'autres jeunes qui viennent, la génération U17, U20, ceux qui intègrent la sélection, qui sont bons et qui ont des contrats dans des clubs UP. Pourquoi chez nous, c'est nous? Pendant que nous, on devrait évoluer, nous, on est là à regresser. On joue, c'est vrai, on joue, on a des résultats, mais c'est sur des coups de dés. Hein, je crois que il va falloir qu'on revoie autrement la haute sélection nationale si on veut évoluer. Parce que il a des sélections. Vous voyez aujourd'hui le Maroc qui est en train de... Il y a un travail qui se fait. Donc je crois que si ceux qui ont acheté l'équipe nationale, ceux qui ont acheté nos différentes sélections nationales, il va falloir qu'ils s'inspirent des autres et fassent un bon travail. Je crois que le Bénin, dans 2 ou 3 ans, pour la prochaine CAN 2027 et pour la prochaine Coupe du Monde, je crois qu'on pourrait aller plus loin. D'accord. Et puis chez les dames, ça se prépare. Hein? Il y a la CAN féminine qui est prévue pour l'année prochaine, toujours au Maroc. Les Amazones se préparent. Et le match ultime, ça serait à Lomé contre les Nigérianes. Je crois que c'est et qui détiennent 10 titres sur 13 éditions. Sur 13 éditions, c'est eux, elles sont la reine du alors, continent. Si les Amazones gagnent... en aller-retour, hein. C'est quoi? C'est en aller-retour. Oui. Il faut gagner. Le Bénin peut se qualifier. Non, il faut... Non, c'est un souhait, mais je ne veux pas vous décevoir face au Nigeria. Ça ne serait pas possible. Nous allons essayer de limiter les dégâts. Quand vous suivez les différents matchs en éliminatoire, c'est carton plein. 5-0, 6-0. Et il y a quelques semaines, en finale de cette même CAN, elles ont renversé le Maroc. Elles étaient menées 2-0 à la pause. Ces Nigérians-là, on les appelle les Super Falcons. Elles étaient menées 2-0. Mais à la reprise, elles ont renversé la tendance. Elles ont fini par gagner 3-2. Ça veut dire que cette équipe, c'est une redoutable équipe. Et sur le continent, elles ont 13 titres. Vous avez suivi la conférence de presse de l'entraîneur par intérim. Il y a une binationale qui rejoint l'effectif. Non, c'est normal. Mais je vais vous envoyer la liste des Nigérians.
La plupart sont des joueuses qui évoluent dans des clubs UP, dans des championnats très relevés. Et des joueuses très en forme. L'entraîneur a fait convoquer toute une armada de joueuses. Je crois que nous allons essayer de limiter. Si ça arrive, il n'y a pas de problème, on prend. Le match aura lieu à Lomé, la semaine prochaine, le 24. Et quand plus tard, on va se retrouver du côté de Abeokuta pour faire le point. Et peut-être on va se revoir pour dire comment ça se passe. Notre malchance, c'est de tomber sur une équipe comme le Nigeria. C'est vrai, quand vous jouez plus, dans le classement, vous évoluez, ça vous permettra de tomber sur des adversaires un peu les moins forts. Et bon, on avait joué contre la Sierra Leone, puis on était qualifié. Bon, malheureusement, on tombe sur un gros morceau. Ce n'est pas rien. Je crois que même si on est éliminé, pour les autres auditions, je crois que on va s'améliorer. Bon, on va tirer le Bénin leçon. qui gagne une place donc, dans le classement non, FIFA. c'est une place. Oui, on aurait souhaité gagner plus que ça parce que l'unique place qu'on a gagnée là, c'est suite à la victoire sur le Rwanda. Et voyez, on a coulé devant le Nigeria. Je crois que on est resté un peu statique. On est resté toujours dans le top 20. Le dernier classement, on était toujours dans le top 20. Je crois que beaucoup auraient souhaité. Parce que quand vous évoluez dans le classement FIFA, ça vous permet, lors des prochains tirages, vous avez la chance de tomber sur des adversaires qui ne sont pas bien nantis. D'accord. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Mais malheureusement, il va falloir qu'on travaille et que c'est aussi l'occasion de féliciter le gouvernement qui fait beaucoup parce que ce gouvernement a injecté beaucoup de moyens et la vision définie par le comité exécutif de la Fédération béninoise de football conduite par Martin de Chacun, qui a cru jusqu'au bout, qui a cru à son rêve quand il est arrivé en 2016, il a cru les catégories d'âge, les équipes féminines, ça bouge, on est présent à toutes les compétitions, je crois qu'il faut les féliciter, mais on aurait fait beaucoup plus, mais malheureusement, on va continuer le travail et que un jour, on retrouve le Bénin, on célèbre pour dire que le Bénin est à la Coupe du Monde. D'accord. Nazer Vico, journaliste sportif, directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Merci pour ce regard sur l'actualité. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, notre dernier rendez-vous, c'est avec notre artiste de la semaine qu'on va installer avec ce morceau. Le titre, c'est Vonvon. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. ESM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. ESM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. ESM Bénin, le chemin vers l'emploi. Sur les côtes du Bénin, un carrefour moderne se développe, ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Avec le soutien de l'Union européenne, le port de Cotonou est au cœur du progrès, favorisant la mobilité des personnes, le commerce et le développement économique. Source d'emploi dans différents secteurs et de meilleures conditions de travail, le port de Cotonou devient une plaque tournante de transport majeur qui libère un flux d'opportunités dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent.
Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musicale. Vous êtes sur Canal+. Gardez-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Instant artiste de la semaine qu'on va commencer avec ce morceau. Le titre, je le disais, c'est Vonvon. Meshini mi ofofo mi oshina. Oh yeah de fono, yeah de fono, yeah de fono no me de kokuyo. Oh one calorie, we go we akola ni. Yeah de fono, yeah de fono, yeah de fono no me de kokuyo. Asa one calorie, we go we akola ni. Do mi de le ma do me de. Do de ma do mi to we no so do le be to mi mana to mude. I saw me no to le ta. Tamio a Canada. Oluma yo inyi no pleno ni na pia. Meji mi ofofo mi oshina. Yera ji abo to pa e do pa na bia. Ara o to me no mi bona na bia. Vonvon, morceau signé Gis, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format de ce dimanche. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Alors, comment vous portez en pleine forme, j'espère? Ça va, ça va. C'est un réel plaisir de vous avoir sur le plateau du grand format. Merci d'être avec nous. Ghislain Adjala, oui. À l'état civil. Gis, votre nom d'artiste. Gis, ça veut dire quoi? Gis, c'est un diminutif de Ghislain. Ah d'accord. Voilà, je n'ai pas cherché à tout à fait, on n'est pas trop loin pour... Voilà, j'ai préféré rester fidèle à moi-même. D'accord. Voilà. Alors, Vonvon, c'est quoi? Vonvon, ça inspire la peur. C'est en Nadia comme en Mina, comme dans beaucoup d'autres langues. Vonvon. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Vonvon, alors, avec vous, tout est parti de l'expression du talent de chorégraphe avant de plonger dans l'univers musical en 2017. Comment avez-vous appris à danser? Bon, pour la petite histoire, c'était encore dans le Koufo là-bas, à Dobo, plus précisément à Dobo. J'étais dans une école où il fallait faire les journées culturelles. J'étais encore au cours primaire. Et bizarrement, vu
comment j'arrivais à assimiler les coups et tout ça, je me suis dit, bon, je pouvais quand même faire jouer dans les théâtres et tout ça. Donc, je suis allé dans le groupe de théâtre. Et bizarrement, quand j'étais dans le groupe de théâtre, quand j'entendais la musique, j'étais dans le groupe de théâtre, mais je n'étais pas du tout concentré. Donc, je me suis dit, mais si j'arrive pas à me concentrer ici, ça veut dire qu'il vaut mieux être là où ça m'appelle, en fait. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis allé dans le groupe de chorégraphie et j'ai vu que voilà, je me suis bien épanoui là-bas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à danser jusqu'au collège. Même à l'université, j'ai dansé quand même un peu. Voilà. Et par la suite, on va dire depuis 2017, vous avez commencé votre carrière musicale. Avec ce premier single, Je suis troublé. Qu'est-ce qui vous troublait en ce temps? C'était l'amour. J'étais troublé par une fille que j'avais rencontrée à l'époque. Et voilà, j'ai voulu faire le morceau I'm Troubled. Voilà, un morceau qui c'était l'un des premiers morceaux, mais c'était l'un des premiers morceaux les plus aboutis. Même jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça fait partie des morceaux R&B qui ont quand même marqué l'époque. C'est la première œuvre en tant qu'artiste. C'est d'abord l'œuvre qui devait vous permettre de savoir s'il faut continuer la carrière ou pas. Mais finalement, ça a été un succès pour vous. Oui, effectivement, les gens commençaient à me découvrir, à me connaître un peu plus. Donc, voilà, c'est effectivement ça. Et après, il y a l'album qui va sortir, Point G. Point G avec 28 titres. Oui, 24. 24 titres. Précisément. C'était, on va dire, une caisse de sonorité. Effectivement. D'où est-ce que vous puisiez cette inspiration? Même jusqu'à aujourd'hui, je me demande comment j'ai pu faire 24 titres sur un album. Je ne sais pas si beaucoup d'artistes l'ont fait, mais c'est aujourd'hui que je réalise que faire 24 titres, à l'époque, je voulais faire que du son. Encore on peut faire 3 albums donc avec ces 24 titres. Effectivement, on pouvait faire 3 albums avec. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, depuis 2017, il y a des gens qui écoutent ce premier album-là jusqu'à aujourd'hui. Et quelle est l'histoire donc de cet album? Honnêtement, j'étais à l'université. Même à la veille des compos, j'étais encore au studio, je travaillais, je faisais que des sons. Parce que je voulais sortir, à la base, je voulais sortir que des singles. Mais à chaque fois quand je vais au studio, avec une inspiration, je sors avec 3 morceaux, 4 morceaux. Après, je me suis rendu compte que j'avais une 50aine de morceaux, tous aussi bons les uns que les autres. Et je me suis dit, autant les regrouper parce que si je dois commencer à sortir des morceaux que j'aime bien, un à un. Tout à fait. Et après ce parcours, c'est en 2023 qu'on va découvrir l'artiste donc, dans toutes ses dimensions. Vous formez un trio avec Inkstam et puis René Beats. Exactement. Et puis vous créez un style inédit qui va connaître un succès. Donc aujourd'hui, on parle de Adja Piano, qui est une fusion entre les rythmes Adja Piano sud-africain et puis les sonorités afro-urbaines. Alors, d'où est-ce que le projet est parti? À un moment donné, moi j'avais décidé d'arrêter la musique. Ah oui? Oui, j'avais décidé d'arrêter la musique, c'était en 2020. Parce que quand j'ai fini mon cursus universitaire, je rencontrais dans la circulation, je rencontrais des camarades et je sentais que j'étais quand même au même point depuis que j'ai commencé la musique. Alors que dans la vie active, je me rends compte qu'il y a certains qui évoluent alors que j'étais pas taré. À l'époque, à l'école, j'étais brillant. Donc je me suis dit, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on aime vraiment pour évoluer. Peut-être qu'il va falloir trouver d'autres chemins et tout. Donc j'avais décidé en vrai d'arrêter la musique. Mais chemin faisant, j'ai commencé à découvrir d'autres choses, à faire quelques activités qui me rapportaient déjà, qui me mettaient déjà à l'aise. Donc je me dis,
voilà, là maintenant je peux faire de la musique pour moi-même, pas forcément pour les autres. Donc là, je fais de la musique juste pour mon plaisir. Donc j'ai décidé de faire des freestyles. Je suis allé, j'ai fait le freestyle numéro 1. Après, je voulais faire, c'est au niveau du, c'est quand je voulais faire le freestyle numéro 3 que j'appelle Ronnie Beat. C'était avec Instem. On appelle Ronnie Beat. On dit on vient, on veut faire du rap. À la base, on est allé au studio pour faire du rap. Donc on arrive chez Ronnie Beat. Avant de commencer, il nous met un instru à ma piano. Et il me disait à l'époque que quand il envoie ce genre d'instru aux artistes, les artistes n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est déjà compliqué, ils n'arrivent pas. Je lui ai dit, mais il n'y a pas cet instru-là, joue. Il rejoue. Et je dis, bon, ok, moi je peux faire un truc dessus. Et je commence à fredonner. Il me dit, ah, Instem, lui il était à côté. Il me dit, bon, ok, on n'a qu'à mettre Gogoron un peu pour voir ce que ça va donner. Parce que à chaque fois qu'on faisait un truc, que ce soit Instem, que ce soit moi, on essayait de mettre quelque chose qui est lié au Bénin dedans. Parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. Hein. On peut utiliser la roue pour créer autre chose. Voilà, donc c'est comme ça qu'à chaque fois, on essayait d'apporter une touche d'originalité à tout ce qui venait d'ailleurs. Parce que peu importe les musiques qu'on fait, que ce soit du rap, que ce soit du zouk, que ce soit... personne n'a rien créé en vrai. Tout est question d'amélioration et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on a décidé d'ajouter du Gogoron à la Mapiano. Et voilà, le résultat, il est là. Aujourd'hui, quand vous voyez Amapiano, qu'est-ce que ça vous dit? Honnêtement, moi, je suis fier de ce qu'on réussit à faire. Peu importe, même si on ne le souhaite pas, même si ça ne perdure pas dans le temps, nous, on aura quand même réussi à le créer. Le reste appartient à ceux qui ont envie d'amener ça loin, parce que tu peux être l'instigateur d'un truc, mais c'est pas forcément toi. La belle preuve, le coupé décalé, d'où Saga, tout ça, mais c'est Arafat qui a amené le coupé décalé où il est aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. D'accord. Avant de poursuivre notre entretien, on va marquer une courte pause pour suivre la séquence donc d'un morceau. Le titre c'est Vivi. Ensuite, on revient sur ce plateau. Vivi la menon e o la comeron y mi bemo yen bero a bema mi bubuida. Soturo no le supo, y debe eso me juro, no rupo Medina, ay, 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 motele pasan, ay, 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 kima bela lela, yesi tambri por rampele plita, ay, 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 motele pasan, ay, 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 kima bela lela, yesi tambri por rampele plita, mismo vivi la mano, y o la comerón, y mi bemo yen beba, bema mi bubuira, cuando vivi Vivi, titre fédérateur, signé Gis, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Alors Vivi, c'est quoi? On a connu Vonvon, maintenant on a Vivi, ça veut dire quoi? Vivi, ça veut juste dire le plaisir. Ok. Voilà, donc je veux kiffer, voilà, je suis dans le bruit, mon téléphone sonne, voilà, j'ai déjà assez de problèmes, donc je sors quand je gagne de l'argent, je sors, il faut que j'oublie un peu mes problèmes, que je m'amuse un peu. Bien sûr. Parce que, comme on dit, work hard, play hard. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous ne faites pas que chanter, vous créez les ponts entre le passé et l'avenir, entre le Bénin et le monde. Exactement. Comment peut-on expliquer cette philosophie? Voilà. Je trouve personnellement que il faut quand même qu'on apporte, il faut quand même qu'on révèle
le Bénin, souvent, notamment quand on sa sort culture, la culture. Donc, créer un pont entre le passé et le futur, c'est pour dire qu'on utilise déjà, on sample beaucoup les morceaux qui ont baissé notre enfance. Par exemple, ça vient de Jonas Pedro, par exemple. Donc, aujourd'hui, la nouvelle génération ne connaît pas forcément ces sons-là. Donc, on essaye quand même d'utiliser ces sons-là, qu'on essaye de moderniser et de rendre accessible à un public plus large. On s'est rendu compte aussi que quand on voyage, et les morceaux, on écoute des morceaux de la Côte d'Ivoire, on écoute des morceaux du Congo, on écoute la rumba, tout ça. Mais c'est rare qu'on écoute un morceau béninois quand on voyage, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que on a vraiment envie de changer les choses avec les artistes. Alors, et puis aujourd'hui, on vous présente comme une figure montante donc, de la scène béninoise. Vous avez eu plusieurs collaborations, notamment avec Serge Beno, Axel, Bobo, Inkstime et bien d'autres. Parlez-nous de cette collaboration. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté dans votre carrière? Les collaborations, généralement, viennent naturellement. C'est dans les discussions et tout ça, les collaborations viennent naturellement par affinité et tout ça. Donc, moi, je dirais quand même que ces collaborations m'ont vraiment apporté et ont apporté au mouvement Adja Piano en général. Aujourd'hui, on peut citer tous ceux-là qui ont fait du Adja Piano et qui ont aussi ramené leur public vers Adja Piano, qui ont ramené leur public, qui ont ramené Adja Piano vers leur public, qui ont fait découvrir Adja Piano à leur public. Et ça ne fait que grandir le mouvement. Et puis ce titre, Nouaya, donc avec Axel Merry, ça a été un succès, ou bien? Oui, déjà au moins 3 millions de vues déjà sur YouTube et sur d'autres plateformes aussi. Meilleure collaboration de l'année au Bénin Top 10. 10, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que vous avez apporté particulièrement à cette collaboration? Cette collaboration, déjà, je tiens à le préciser, une fois encore, c'est mon morceau et il était déjà fini. Il était déjà complètement fini. C'était même fini et il y avait même une partie qui était déjà en train sur les réseaux. Et c'est de là que j'ai été contacté par Axel Merrill où il avait envie d'apporter encore quelque chose. Ça a marché pour vous. Hein. Voilà, et puis Miwa Doué, donc avec Serge Beno, c'est une autre collaboration. Effectivement. Qui a fait bouger les lignes. C'est bien ça. On va sur une petite séquence et puis on revient pour finir. Sunu bebelu, ni meno ba kajila mini, mekano pemefi, ake blun de boy na do hotu. Yes. Ufambo do tagache me bo menu do tole no mono no jado. Nguro moto yo yo, awile gu mono yenkuvu. Ufambo do grigrache me bo ke tole no hule buno do nimbeli. Ufon ile susu diko oh. Menu do tolu waya, echia, amamo de chia. Efewa, Ajaya, Venua, Baba, Javanu, Eja Tuji, Javanu, Javanu, Eja Tuji, Wahoke, Enodo Hotwe, Moyo, Adele no Quite, no Monde Bad, Yachewe, Galibo, de Yomen, Ene Okuve, but that's why, yeah, am I in the door, man? Adja Piano, c'est créateur. Le son là va vous déranger, yo. Ça va vous déranger. Juste. Yeno ichesi opo busia. Yo me do Avo wewe zawe donalo we. Donalo e kuna suo. Ewe lo gbodo ali me no Niggas up on your come on yeah, I tell up on your come on yeah, I niggas up on your come on yeah, come on yeah, me want to me want to me want to me want to
piano, aja la foule, aja piano, aja la foule, aja piano, aja la foule, aja piano. Allez, vivido la melo bogbe, kovaya koirungbe, dajelo soka soto boy coulé. Réadé juste bouboudaï, aja piano c'est la bonne vaille. Nang nang nang, ne omaï, agomaï. Miwa Doué, c'est le fruit de cette belle collaboration entre Serge Beno et Gis, notre artiste de la semaine, qui est avec nous sur ce plateau. Sans doute, c'est un morceau à succès. Oui, ça a eu son petit succès quand même. Bien sûr. Oui. Parlez-nous de cette collaboration. Il y avait le doyen Serge Beno qui avait sorti un son à l'époque, je ne me rappelle plus exactement du titre. Et les fans de Adja Piano ont envoyé ces commentaires. Ah oui? Pour lui dire, ce sont là, ça c'est du Adja Piano que tu as fait, ça c'est du Adja Piano. C'est un rythme qui vient du Bénin, qui vient de chez nous. Donc voilà. Donc il s'est questionné, il s'est demandé mais c'est quoi Adja Piano? Parce que voilà, l'inspiration, vous savez, ça vient à tout le monde. Donc, on ne va pas forcément dire que c'était vraiment une copie. Donc lui aussi, c'est ça qui l'a amené à découvrir Adja Piano. Donc les fans lui ont proposé d'aller écouter du Adja Piano. Et quand il a écouté, il est venu, il a publié un de mes morceaux, il a dit voilà qu'il aime beaucoup. Et un fan est venu lui dire la collaboration. Il dit voilà, il est partant. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on l'a relayé, on l'a contacté. Et puis on est allé en Côte d'Ivoire. Et ça s'est fait avec Ronnie Beat aussi. Ok, le tournage a été fait. Le tournage a été fait en une partie en Côte d'Ivoire et la seconde partie à Cotonou. D'accord. Alors aujourd'hui, quels sont les projets de Gis? Aujourd'hui, des morceaux en instance. Beaucoup de morceaux. Et je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux et peut-être c'est l'opportunité aujourd'hui pour le dire. À la fin du mois, je sors un album de 12 titres à la fin de ce mois. Wow. Voilà, donc c'est un scoop. Bon, l'album 12 titres? Oui. D'accord. Adja Piano, un album 100%. Adja Piano de 12 titres. Je ne vais pas dire 100% parce qu'il y a des morceaux que les gens vont pas... Parce que des gens ont essayé de catégoriser Adja Piano parce que quand ça ne fait pas assez bouger, c'est pas du Adja Piano. Alors qu'en vrai, quand tu mets un peu le gogoron, quand tu utilises les log drums et des instruments, on peut mélanger du Adja Piano avec du toba, on peut mélanger avec tipenti, avec... En fait, c'est vraiment tout voilà, donc un album de 12 titres, majoritairement Adja Piano. D'accord, ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on attend impatiemment la sortie de l'album à la fin de ce mois. On va finir avec la reprise donc, du morceau de votre choix. C'est comme vous voulez. Mi dewero fi, lobo fi, minamita, ndona noa, daje do sotolo non le subo enewe zome hono dodu kwa meina. Aïe 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 aïe, mon téléphone sonne aïe aïe aïe, qui m'appelle Aléla, je suis dans bruit, il faut rappeler plus tard. Gis. Dia mon midi en kwe khawendia. À côté alors, gwe kwe wembea. O hui chendele, bono jagbe pede. Men bino vedo jeno we himi bo moni no saya. O problem no saya, proprio kakabo faga. O rupele vedo jeno we himi chumate do dollar. Ahe ahe ahe. Oye me vedo don koro kwele. Bobe wezun lo boido bo mile Holy Ghost fire. Gis en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci beaucoup d'être passé par ici. On va dire très bonne chance à vous pour la suite de votre carrière. Bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 19 octobre 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis l'Agbès, c'est à Ifaï. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.